on timing, même si on est un peu déjà en retard. Et merci à tous les stagiaires pour leur présentation et à vous pour vos questions ensuite. Tu peux lancer l'enregistrement, Youssef, et tu peux y aller maintenant. Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Manon Calamel et je suis étudiante dans une école d'ingénieurs en biotechnologie, donc en dernière année. Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon stage. Euh, ok. Donc, ça, je le fais dans l'unité mixte de recherche Marbec. Et donc, chaque année, il y a de nombreux résultats de recherche qui sont produits. Mais est-ce que ces résultats sont déployés vers des acteurs non académiques? Et si oui, sous quelle forme, vers quels acteurs et par quels moyens? Et sinon, est-ce qu'il y aurait au sein de l'UMR des potentiels de valorisation qui ne sont pas encore exploités? Et quels pourraient être les freins et les leviers qui expliquent ces dynamiques-là? Donc, c'est un petit peu autour de toutes ces questions que mon sujet de stage gravite. Et mon but final, c'est de proposer des solutions pour améliorer l'accompagnement des chercheurs porteurs d'innovation au sein de Marbec et de repérer un petit peu des potentiels d'innovation qui ne sont pas encore exploités. Donc oui, j'ai prononcé un mot qui fait souvent très peur, le mot innovation. Et en fait, dans mon travail, je l'ai défini comme un apport de solutions nouvelles ou significativement améliorées à des enjeux qui sont concrets. Et vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes, mauvaises innovations. En fait, elles sont très variées et ça peut aller de l'implémentation de nouveaux outils à de nouvelles manières de collaborer. Et donc, un de mes objectifs de stage, c'était aussi de produire une méthode qui peut être réutilisée. Donc, je vais essayer de la décrire très rapidement. Elle est en deux phases et la première, c'était de conduire des entretiens avec différents chercheurs de l'UMR. Et donc, pour ça, j'ai dû construire un guide d'entretien qui me permet de répondre à mes questions de recherche et aussi un panel varié pour éviter les biais. Dans un second temps, je vais faire l'analyse qualitative de ces entretiens pour faire ressortir un petit peu les dynamiques qui existent au sein de l'UMR autour du développement de l'innovation et de son transfert. Donc sur cette slide-là, on peut voir que les profils sont très variés, notamment en termes de tutelle, d'appartenance, de tranche d'âge et de discipline. Et j'ai aussi essayé de garder la parité dans toutes les personnes que j'ai interrogées. Et donc à la fin, j'aimerais bien réussir à cartographier les différents types de potentiels d'innovation qui existent au sein de l'UMR, ainsi que les types de partenariats qui sont associés et les éventuels transferts. J'aimerais aussi comprendre un petit peu les positionnements des chercheurs vis-à-vis de ce terme, l'innovation et son transfert, et essayer de repérer des mécanismes individuels et aussi collectifs. Donc finalement, mon but, c'est de produire quelque chose d'utile pour comprendre à la fois ce qui existe et d'imaginer des améliorations concrètes. Donc je tiens à dire aussi que j'ai beaucoup aimé échanger avec ces différents chercheurs, c'était super enrichissant, à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi en fait humainement. Merci aussi à mes encadrants et merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou des retours, n'hésitez pas. Parfait, n'hésitez pas si vous avez des questions. T'as bien tenu ton temps, donc il y a le temps pour les questions. Oui, Vous avez 8 chercheurs femmes et 8 chercheurs hommes, c'est c'est ça. ça? Est-ce que c'est suffisant pour caractériser c'est un échantillon assez petit. Oui, c'est un petit échantillon. Après, donc mon stage, il fait 5 mois. Donc c'est pour ça que là, déjà, la phase d'entretien, je viens de la terminer. Et là, il me reste 2 mois, en gros, pour tout analyser, pour faire mon rapport. Donc en fait, c'est sûr que enfin, c'est un échantillon qui est encore petit. Mais en fait, le but, c'est de faire une méthode qui pourra être réutilisée. Donc là, je fais un petit peu ma méthode sur un échantillon qui est assez restreint. Et cette méthode-là pourra être réutilisée par la suite. Et puis même dans ce petit échantillon, on va pouvoir avoir des débuts de résultats un petit peu, quoi. Voilà. il y a une question. Enfin, vas-y, vas-y. Une question sur la manière dont tu vas faire ta stratégie. Tu as déjà identifié les critères qui permettent de caractériser les différents. Et c'est bien. Euh, ouais. Alors, il y a des critères à la fois individuels, donc avec les profils, donc un petit peu. Mince, c'est pas ici.
Donc voilà, déjà, c'est ça le profil. On va voir en fonction du profil, donc l'appartenance des tutelles, l'âge, la perception en amont du sujet, donc comment le chercheur voyait l'innovation quand on l'a parlé pour faire l'entretien, et les disciplines dans lesquelles il travaille. Et aussi, je pose des questions durant mes entretiens sur comment les chercheurs perçoivent l'innovation. Donc ça, c'est tout ce qui va être individuel et aussi collectif. Donc si jamais il y a des freins institutionnels, on parle aussi relationnel, donc avec les différents partenariats organisationnel, donc manque de temps, manque d'effectifs, etc. Et puis, enfin, les freins financiers, bien évidemment. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Il y avait une dernière question en ligne. En quoi cette innovation diffère-t-elle de ce qu'on appelait jadis la recherche appliquée? C'est Philippe Borsa-Milliard qui demande ça. En fait, c'est sûr que je l'ai pas trop précisé, mais dans innovation, on sous-entend qu'il y a un transfert, donc vers des acteurs académiques ou non académiques. Et donc c'est pour ça que je parle plutôt de potentiel d'innovation quand les innovations ne sont pas transférées. Et donc je dirais que la recherche appliquée, c'est un petit peu tout ce qui est innovant, mais pas encore vraiment transféré. C'est comme ça que je dirais. Ok, merci beaucoup, Laura. Ouais, j'espère. Du coup, tu veux C'est ici que je change les slides? Ouais. Ok. 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 Bah alors c'est parti. Bonjour, moi je m'appelle Laura et je fais un stage de césure entre Master 1 et Master 2 et je suis ici de l'Institut Agro-Rennes-Angers. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon stage qui est donc un stage de modélisation qui porte sur la définition de trajectoire de gestion pour une pêche démersale durable dans le golfe du Lion. Avant tout, un contexte succinct. Donc ici, pour le stage, on s'est intéressé à la pêche professionnelle dans le golfe du Lion, et celle-ci fait face à différents enjeux. Le premier, ça va être la surexploitation de certains stocks démersaux, tels que le merlu. On a également le réchauffement climatique, la pollution, mais aussi la hausse des coûts d'exploitation ainsi que la transition énergétique. Et enfin, la concurrence pour l'espace maritime, notamment avec, là, on envisage maintenant de mettre des parcs éoliens, mais également des aires marines protégées, etc. Donc ça, la concurrence. Et donc, dans ce contexte, on s'est demandé quelles mesures de gestion des pêches sont les plus adaptées pour répondre aux enjeux socio-économiques et écologiques dans le golfe du Lion. Donc, quand je dis mesures de gestion des pêches, entendez par là, par exemple, un plan de sortie de flotte ou la mise en place d'une aire marine protégée. Donc, j'ai dit que c'était un stage de modélisation. Ok, très bien, mais maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on modélise. Et donc, pour ça, il y a une première phase de construction. Et pour ça, on s'est appuyé sur une approche participative où on a réuni différents acteurs autour de différents ateliers pour fixer qu'est-ce qui est intéressant à modéliser pour voir ensuite les conséquences. Donc, précédemment à mon stage, il y a 3 stratégies qui ont été définies narrativement. Et moi, quand je suis arrivée, le but, ça a été de traduire ces stratégies narratives en traduction quantitative que je vais pouvoir ensuite implémenter dans le modèle. Donc, à ce jour, j'ai la possibilité de faire 14 000 scénarios différents. Bien évidemment, je ne pense pas que je vais les faire toutes, mais j'aimerais quand même en faire au moins une cinquantaine. Et pour ça, je vais m'appuyer sur le modèle EasysFish, qui est donc un modèle dynamique des pêcheries. Et le but ici, ça va être, grâce aux sorties que vous me renvoyez le modèle, savoir si les scénarios qu'on construit avec les acteurs permettent d'atteindre les objectifs. Très bien, mais du coup, les objectifs, il faut aussi les définir. Donc, première étape, validation des objectifs pour chacune des stratégies. Mais une fois qu'on a identifié les objectifs, il faut aussi savoir quand est-ce qu'on les atteint. Donc, il y a aussi une partie quantification, quand est-ce qu'on a validé l'objectif. Et ensuite, une fois qu'on sait ces valeurs-là, on va pouvoir voir si les trajectoires sont viables grâce à ça et à nos sorties, et ainsi en déduire les mesures de gestion qui sont recommandables. C'est fini, je vous remercie pour votre attention.
Ça va aller, je pense. Ouais, merci. C'est impressionnant de passer de 3 stratégies à 15 000 scénarios. Tu peux donner un peu de précision sur... Bien sûr. Alors, donc, 3 stratégies, c'est par exemple, on veut une stratégie qui fait de la conservation ambitieuse, une stratégie qui va s'appuyer, qui va plutôt pousser le plan WestMed, et ensuite, on en a aussi une troisième. Et donc, là, c'est les stratégies, mais dans chacune d'entre elles, va y avoir plusieurs mesures de gestion. Donc, en moyenne, j'ai peut-être 8 à 9 mesures de gestion. Mais pour chacune de ces mesures de gestion, il y a différentes manières de les appréhender. Par exemple, si ma mesure de gestion, ça va être mettre une aire marine protégée. Bah, très bien, mais où est-ce qu'on la met? Quand est-ce qu'elle va être ouverte et fermée? À qui elle s'adresse? Est-ce qu'on la ferme au chalut ou pas? Etc. Et donc tout ça, après, ça fait un arbre des possibilités qui mène à beaucoup de scénarios. Moi, je vais poser une question pas très scientifique. De mangeurs de poissons, est-ce que dans ces modèles et ces scénarios-là, finalement, l'utilisateur final, c'est-à-dire le consommateur, je ne sais pas si vous mangez beaucoup de poissons, moi j'en mange de moins en moins parce que c'est de plus en plus cher. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont aussi prises en compte, en fait, les perspectives de baisse de la consommation, simplement pour des raisons économiques, quoi. Enfin, économiques ménagères, pas macroéconomiques. Est-ce que ça rentre dans les scénarios? Alors, le modèle, il prend en compte le prix de vente du poisson, parce que ça va avoir des répercussions du coup sur l'économie de la pêcherie. Mais je ne pense pas que ça prend en compte l'activité et la réaction des consommateurs. Merci beaucoup, Laura. C'est déjà fini. Celui-là. On est bien sur la bonne diapo. Oui. Je pense que c'est. Ouais, c'est le dernier reçu, donc ouais, normalement c'est bon. Ok, parfait. Donc, je sais plus. C'est pas sur ce. Non, malheureusement, non. Ok. Donc, bonjour, donc je m'appelle Nicolas Bousquet, je suis actuellement en stage de Master 2. Le but de mon stage est d'évaluer l'efficacité donc d'échantillonneurs passifs d'ADN environnemental pour la surveillance du phytoplancton toxique dans la lagune de Thau. Alors, ce projet est financé par l'Institut Carnot-Mer. La prolifération donc, de microalgues et de cyanobactéries toxiques est un phénomène rapide et hétérogène dans le temps et l'espace qui va impacter fortement les écosystèmes côtiers en formant des blooms nuisibles, c'est ce qu'on appelle donc les HAB, les Harmful Algal Bloom, et former donc des zones anoxiques. Ces formations-là vont avoir des conséquences à la fois économiques et sanitaires dues à la contamination des coquillages, dues à la consommation et à la fermeture donc des zones de production. Dans cette étude, on a utilisé donc des échantillonneurs passifs d'ADN environnemental, les PanPELS, originellement conçus dans le cadre du projet de l'ANR OMT IDNA, qui a pour objectif donc de suivre la mégafaune rare. Et on s'est rendu compte que ces capteurs avaient la capacité donc de fixer l'ADN du phytoplancton toxique. On s'est donc demandé si on pouvait les utiliser pour la surveillance sanitaire et comparer justement les résultats avec ceux du RFI. Et c'est dans ce cas-là que le projet C'est pas moi a vu le jour. La période d'échantillonnage s'est déroulée entre janvier et mai au niveau des sites de surveillance sanitaire du RFI, c'est-à-dire Crique de l'Angle à l'est, Bouzigues et Marseillan, avec la pose donc de capteurs en surface et en benthique. Et on a également réalisé donc des filtrations et des mesures physico-chimiques au niveau de ces mêmes sites-là. L'ADN environnemental a été extrait et des analyses qPCR ainsi que des analyses métabarcoding ont été réalisées. Au total, 10 campagnes ont été réalisées, plus de 180 échantillonneurs passifs ont été déposés, 81 filtrations actives ont été réalisées, plus de 260 ADN environnementaux ont été extraits. En tout, on a pour le moment
amplifier 120 échantillons d'origine pélagique issus donc des capteurs, mais aussi de la filtration active pour envoyer à séquencer sur du metabarcoding, donc 18S. 4 espèces ont été analysées par qPCR avec donc des amorces spécifiques. Et enfin, durant cette étude, on a détecté seulement Dinophysis et Vulcanodinium. Les espèces appartenant à Alexandrium n'ont pas été détectées ni par le REFI ni par nos capteurs. Et le projet C'est pas moi, du coup, est toujours en cours jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'est tout. Question. Oui. J'ai pas tout à fait compris, Jean-Marc. Quand tu poses le capteur passif, il faut le laisser combien de temps? Et quand tu parlais de filtration active, ça, c'est quelqu'un qui va avec une bouteille et filtre. C'est ça. Alors, les capteurs, justement, mon tuteur a trouvé que la meilleure absorption du capteur, c'est laisser 24 heures dans l'eau. Au-delà, on observe donc de la désorption. Et justement, pour la filtration active, c'est en fait pour comparer. Nous, on met les capteurs 24 heures, donc on a une évolution dans le temps. En fait, c'est une fixation intégrée dans le temps. Et justement, le fait de faire en filtration active, c'est un peu comme le REFI, qui, eux, font un prélèvement ponctuel dans la colonne d'eau. Donc nous, c'est pour justement comparer nos résultats qu'on a avec les capteurs, faire prélever de l'eau au moment de la pause, prélever de l'eau au moment du retrait et comparer en fait tous ces résultats-là avec ceux du REFI pour voir si justement nos capteurs ils sont plus sensibles ou pas à la détection de certaines espèces. L'objectif, c'est de sensibilité, c'est pas nécessairement de facilité de poser ou... Il y a la sensibilité, mais aussi il y a la facilité. Enfin, comme ça, on les met 24 heures et ça nous permet d'avoir donc une observation intégrée plutôt. Le REFI, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un prélèvement d'eau et ensuite, selon la méthode du thermol, ils comptent le nombre de cellules sur 10 millilitres et ensuite, ils reportent ça en nombre de cellules par litre. Donc, c'est un peu, je dirais, extrapolé, mais après, je sais pas comment ils ont fait cette méthode-là. Mais les capteurs, du coup, ça nous permet aussi de détecter des petites quantités, puisque c'est l'ADN libre dans le milieu. Youssef, tu avais une question à Montpellier? Rapidement, parce que... Oui, en fait, bon, c'est Noémie qui derrière l'ordi, mais la question, c'était la même, on a la réponse, donc c'est gentil. Merci. C'est la même question, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'était la même question. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions dans la salle, on enchaîne. Si, ok. Et c'est de la même manière. Ok. Ok. Donc moi, mes travaux de recherche portent sur l'étude de la dynamique spatio-temporelle, donc des méduses en mer Méditerranée, sous l'effet des différents gradients environnementaux. Donc il a été montré maintenant que les méduses sont des réelles actrices qui vont influencer donc, dans les écosystèmes les flux de matière, d'énergie et aussi les interactions trophiques. De plus, les observations récurrentes de leur prolifération, qu'on appelle donc bloom, ont été associées à notamment l'état de santé des écosystèmes. Et enfin, leurs dynamiques ont été également associées à différentes pressions anthropiques et également aux différentes variables environnementales. Donc moi, mon stage va porter sur 3 questions principales. Donc tout d'abord, quels facteurs environnementaux vont structurer la présence des communautés de méduses? Parce que moi, je fais des modèles mais à l'échelle des communautés. Enfin, où elles se trouvent donc dans l'espace en mer Méditerranée, mais également quand, donc une distribution à la fois spatiale et temporelle. Et enfin, comment ces distributions ont évolué durant les 20 dernières années et comment elles vont évoluer dans le futur, potentiellement suivant les différents scénarios climatiques. Donc tout d'abord, une première contrainte de cette modélisation, c'est la base de données en elle-même. Parce que la base de données, c'est majoritairement des données qui viennent de sciences participatives,
Donc, c'est une base de données qui est à la fois très hétérogène dans l'espace et dans le temps. Et enfin, concernant le modèle, donc j'utilise un modèle donc HMSC qui est à la fois hiérarchique et bayésien. Donc, c'est un type de JSDM qui a pour but de modéliser donc les méduses à l'échelle des communautés en prenant à la fois en compte les variables environnementales, les traits fonctionnels des méduses et aussi leurs liens taxonomiques qui vont les lier entre elles. Donc, si on commence par les facteurs environnementaux, donc là, la légende de ce graphique, ça montre un peu son résumé et on va s'intéresser principalement à celui-ci. Donc, ce qui est vraiment flagrant ici, c'est que 43% de la variance est expliquée par la zone géographique, la GSA, donc c'est un des effets random de mon modèle. Et enfin, concernant les facteurs environnementaux, les plus parlants, enfin les plus influents en tout cas, c'est la température et la salinité. Mais on peut voir une grande variabilité entre les différents genres. Ok. Ensuite, concernant toujours les facteurs environnementaux, on peut voir qu'il y a de nombreuses corrélations positives ou négatives qui ont été mises en évidence. Et on peut voir avec l'arbre taxonomique sur la gauche, eh ben, que suivant l'ordre dans lequel elles appartiennent, bah, par exemple, si on regarde la température, on aura des réponses uniquement négatives pour l'ordre bleu, tandis qu'on aura des réponses positives ou non significatives pour l'ordre des rhizostomes. Enfin, ce modèle, précisément, ces résidus, ils permettent une étude à l'échelle des communautés. Donc là, vous avez les co-occurrences résiduelles du modèle. Donc ça permet de voir en bleu les espèces, enfin les genres qui vont co-occurrer, qui vont coexister moins que le modèle ne le prédit, et en rouge, les genres qui vont coexister plus fréquemment que le modèle ne le prédit. Enfin, tout ce modèle, il a pour but de faire des prédictions et principalement des prédictions spatiales. Donc pour ça, j'ai choisi deux exemples. Le premier, c'est le genre Aurelia. Donc là, vous avez la carte de la distribution spatiale en termes de probabilité. Et cette carte, elle permet de mettre en évidence deux hotspots principaux où les Aurelia ont énormément sont très probables d'être vus. Et enfin, on peut faire une carte des tendances temporelles au cours des 20 dernières années, où on voit en rouge les zones dans lesquelles la probabilité de présence a augmenté, et en bleu, celles où elle a diminué. Et enfin, un dernier exemple, donc ça c'est Pelagia, donc c'est une méduse qui est plus offshore. C'est pour ça que on la retrouve principalement dans les zones plus hauturières et aussi vers la Grèce. Voilà. Et donc pour conclure, les distributions de méduses sont principalement donc influencés par les facteurs environnementaux comme la température et la salinité. On a mis aussi évidemment en évidence des co-occurrences principalement expliquées par ces facteurs environnementaux, mais pas forcément tous. Enfin, on a également observé des redistributions géographiques en fonction des cartes donc de tendance temporelle. Et enfin, il faut garder à l'esprit que cette modélisation met encore à rude épreuve notre jeu de données qui est soumis à une grande hétérogénéité et de nombreux biais d'observation et d'échantillonnage. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a le temps pour une petite question en salle ou... On a une question. Une question. Vas-y. C'est bon, on a shotgun la question, ça. Viens par ici. Dans ton graphe, c'est quoi NAO et EAP? C'est l'oscillation nord-atlantique, c'est ça? Ouais, NAO et EAP, c'est deux indices climatiques. Donc NAO et puis EAP, c'est Eastern Atlantic Pattern. Pattern. Mais du coup, est-ce que ces modes-là ils sont adaptés pour la Méditerranée? Puisqu'il me semble qu'il y a d'autres modes de variabilité climatique qui sont plus adaptés pour la Med que ces deux-là. Ouais, bah je suis en recherche du W, non pas du W, du EOM, il me semble. Donc c'est une oscillation qui est spécifique à la mer Méditerranée, mais j'ai pas encore trouvé de valeur euh, à mettre dans mon modèle. Et ensuite, mais on a quand même des études qui montrent que NAO et EAP ont des influences sur la mer Méditerranée.
Et quand on regarde la variance qui est expliquée, on a bien un pourcentage qui est non négligeable pour ces deux indices climatiques. Merci. Ok, merci. Ok, donc je vais vous présenter mon stage qui s'intitule Évolution et répartition des captures de thon germont en Atlantique Nord-Est. Et donc je suis encadré par Juliette Champagna et Tristan Rouillet. Et donc tout ça en 3 minutes. Alors le thon germont en 3 points. Donc c'est un grand pélagique, un grand migrateur réparti à large échelle sur le globe, dans les océans tempérés et tropicaux. Et nous, on s'intéresse particulièrement au stock Atlantique Nord. Donc c'est à la fois une population et une unité de gestion. Et donc, dans ce stock, il y a deux grands types d'immigration. Il y a l'immigration des individus matures du centre de l'Atlantique vers le sud-ouest pour la reproduction, et l'immigration des immatures du centre de l'Atlantique vers l'Atlantique nord-est. Et nous, c'est cette zone qui nous intéresse, car c'est là qu'il y a la plupart de la pêche sur le thon germont, et notamment la pêche française. Donc, nous, on s'intéresse aux données donc, de pêche de capture française par les chaluts pélagiques sur la série 2000-2024. Et donc, ces données de capture, donc on a de la variabilité temporelle, donc on a un coefficient de variation de 42%, puis on a un TAC qui n'est quasiment jamais atteint chaque année. On a aussi une fenêtre de capture qui avance dans le temps au cours de notre série temporelle. Et puis enfin, on observe aussi une variabilité spatiale, donc des patchs de capture, parfois plus au nord ou plus au sud en mer Cantabrique. Et donc ça nous amène à nous poser la question, quels sont les facteurs qui déterminent l'évolution et la répartition des captures de thon germont en Atlantique Nord-Est? En suivant la bibliographie, j'ai recherché, j'ai regardé la variabilité environnementale, avec les anomalies de SST extraites de Copernicus. Et donc, on montre une corrélation positive entre anomalies de SST et capture annuelle de thon germont. Ensuite, j'ai regardé la stratégie de pêche, donc en faisant une classification ascendante hiérarchique sur l'exploration spatiale des bateaux par année. Et donc ça nous permet de distinguer 4 stratégies de pêche. Donc on a une stratégie de pêche, une d'exploration globale, S3, et puis des stratégies annexes qui ciblent des zones en particulier et qui, sur certaines années, dominent complètement la stratégie de pêche. Donc on a des stratégies 1 et 2 plus au nord, et une stratégie en mer Cantabrique qui se développe à partir de 2015. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi la période de retour de pêche du thon rouge dans cette zone-là. Donc c'est une hypothèse qui va être intéressante pour la suite. Et donc pour la suite, notre objectif, c'est d'intégrer la variabilité environnementale et la stratégie de pêche au sein d'un modèle linéaire généralisé mixte pour justement avoir une analyse vraiment spatio-temporelle de ces captures de thon germont. Voilà. Oui. Les stratégies de pêche que tu regardes, donc stratégie globale et puis les spécialisées, ce sont plus des bateaux qui ciblent le thon. Oui. Est-ce que vous avez aussi des bateaux qui capturent de manière accessoire le thon? Non, on n'a que des bateaux qui ciblent thon germont et le thon en général. Vous n'avez pas repéré des bateaux qui les capturaient de manière accessoire sans vraiment les cibler, qui aurait pu être aussi un type d'activité d'échantillonnage qui permettrait éventuellement de détecter des arrivées. Dans la base de données Sacroise, on les a filtrés directement sur le fait qu'ils ciblent ou non le thon, quoi. Donc après, on n'en a pas redistingué. Oui. Et on a l'impression que la limite entre ta zone blue marine et ta zone violette claire, là, donc, Gascogne, la limite, elle est avec la rupture de pente entre le plateau et le continental. Parce que, en bas à gauche, là, tu vois. Ici, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui est un facteur bathymétrique En gros, même si on voit les données de capture au début, on voit qu'elles sont vraiment
elles sont distribuées le long de la rupture de pente du plateau continental. Et ici, je pense qu'on voit, c'est qu'on a utilisé le découpement des zones SIEM, donc de niveau 3 ici, et du coup, elles suivent aussi le plateau continental. Du coup, je pense que c'est pour ça l'effet visuel qu'on voit là. Mais effectivement, les captures, elles suivent le plateau. Oui, s'il y a le temps. Il y a le temps. Bon, il reste rouge, mais il y a Jean-Marc qui est en ligne aussi, donc. C'est pas grave. Il avait qu'à être là. Non, mais je crois que c'est un peu la même question que la première question posée par Stéphanie, mais notamment la stratégie quant à Brienne, je sais pas comment on doit dire. Mais est-ce que c'est le reflet d'une stratégie d'exploitation des pêcheurs parce qu'ils suivent aussi le thon rouge et que donc tu vois du thon germon là où ils sont allés chercher le thon rouge? Et qu'est-ce qui te permet de savoir qu'il n'y a pas du thon germon plus haut le long du talus, plus au nord, en fait? Ce qu'on a vu dans les données, c'est que si du coup on isole ces bateaux-là et qu'on regarde leur capture aussi du thon rouge, ils ont du thon rouge aussi dans leur capture. Du coup, nous, notre hypothèse, c'est est-ce que ces pêcheurs, ils sont motivés par le fait de pouvoir aussi capturer du thon rouge et de faire leur quota de thon rouge et de germon en même temps, quoi. Et du coup, ce qui pourrait parfois définir des zones de capture de germon en fonction de la présence ou non de thon rouge. C'était Flo? Non. Moi, je suis toujours sur ma question, en fait. Mais, Vous en reparlerez à l'occasion. voilà. Merci, Lucien. Pareil, Jean-Marc, tu viendras en discuter directement avec Lucien. Marie-Lou? Alors c'est là où c'est important que tout se passe bien. Du son. Ouais, tu ne le vois pas. Si, non, mais c'était. Là, c'est bon. On peut essayer. Ton écran est noir, c'est normal. C'est normal. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Lou Buisson et c'est normal si vous voyez rien s'afficher parce que je vais commencer par vous jouer quelques sons. Et les sons, ce ne sont pas des bruits de grenouilles, mais bien des vocalises de poissons et ici des vocalises de rascasse. Et je vous les ai fait écouter car elles constituent le sujet de mon stage, car je vais étudier l'évolution spatiale et temporelle de ces vocalises de rascasse. Les sons que vous venez d'entendre, ils proviennent d'un réseau de 16 hydrophones qui a été déployé l'été dernier, de mi-juin à fin septembre, au pied du Cap Béar, donc près de Banyuls. Ces hydrophones, ils correspondent, je pense, au petit boîtier bleu que vous voyez ici et au point vert sur la carte. Ils ont été déployés pour enregistrer le paysage acoustique ambiant et ils enregistraient 1 minute toutes les 10 minutes, ce qui correspond à plus de 200 000 enregistrements. Sur ces enregistrements, les rascasses, elles sont vraiment prédominantes et c'est pour cela qu'on a choisi de les étudier. Mais pour pouvoir étudier leur évolution spatiale et temporelle de leurs vocalises, il va falloir déjà pouvoir détecter et classifier ces vocalises. Au vu du grand nombre de fichiers, la quantification manuelle, elle nous a paru totalement impossible et donc on va utiliser un algorithme de deep learning pour faire de la détection automatique. Mais alors, comment faire de la détection automatique sur du son? Mais en fait, on va se remettre dans un cadre que vous connaissez tous et toutes, la détection automatique sur image, en utilisant une représentation visuelle du son, le spectrogramme. Donc pour ce faire, il y a plus de 150 fichiers qui ont été annotés manuellement, ce qui, pour vous donner un ordre d'idée, représente plus de 8000 annotations. Et ils ont servi pour entraîner un modèle. On a sélectionné le modèle qui était le plus performant pour à la fois détecter et classifier les sons rascasses. Le modèle sélectionné, in fine, il s'entraîne en moins de 2 heures et il permet de détecter 78% de ce qu'on devrait détecter et dans 76% des cas, on détecte bien une vocalise de rascasse de la bonne classe. Donc ça, pour vous donner un ordre d'idée, ça a pris à peu près 2 mois dans mon stage, mais in fine, passer le modèle entraîné sur l'entièreté de notre jeu de données, ça prend moins d'1 semaine.
Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est 23 fois plus rapide que seulement la durée de nos enregistrements. Donc je ne vous parle pas de faire les annotations dessus. Et donc ça nous permet de détecter et classifier l'entièreté de notre jeu de données. Et donc de voir des résultats comme celui-ci, où on voit l'évolution donc au cours de toute la saison du nombre moyen de vocalises par heure, on les moyenne entre tous les hydrophones. C'est les vocalises de type seul. Et donc, on peut voir que les vocalises, elles sont prédominantes la nuit, avec une baisse des vocalises début août. Mais pour en savoir plus sur cette analyse spatiale, puis dans un second temps temporel, il faudra venir me voir d'ici la fin de mon stage. Je vous remercie. Par là. On a une question à Montpellier. Ouais. On peut peut-être commencer par Montpellier pour une fois. Allez, là. Il arrive. Désolé, je pensais que vous m'entendriez de loin. Tu fais donc de l'analyse d'image. Est-ce que tu fais des filtrages avant de faire l'analyse par YOLO V11? Parce que je sais que pour avoir analysé des signaux audio un peu comme ça, ils sont souvent meilleurs quand tu as fait un pré-filtrage avec des filtres comme Otsu, par exemple, qui marchent plutôt bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu as testé ou pas du tout? Non, je les transforme en mail spectrogramme, mais je fais pas de filtre particulier. Ok, merci beaucoup. Je peux en profiter pour poser une question aussi. On va dire que oui. Moi, j'ai une question un peu naïve. C'est à quoi ça sert de connaître la distribution spatio-temporelle des vocalisations des RASCAS? Est-ce que c'est un Alors, indice d'écologie? Il y a quelque chose comme ça alors c'est un peu pour voir aussi l'impact des vagues de chaleur et des bruits de bateau. Parce que pour voir, est-ce que quand on a plus de bruit de bateau, elles se retrouvent dans des zones différentes? Parce que même si forcément ces vocalises, c'est pas un proxy à 100% de leur abondance, ça permet quand même de voir où elles se situent. Et donc d'analyser des impacts de certains stress, donc bruit de bateau, vagues de chaleur ou autres. Ok, Et merci. c'est encore quelque chose qui n'a pas été extrêmement documenté sur une petite aire, comment ça se répartit les vocalises. Ok, merci. Une question à 7. Oui. Moi, j'ai une question très, très, très naïve. Comment ça vocalise une espèce? Alors, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je relise la biblio avant et j'ai un petit peu. Mais en gros, c'est pas des structures qui sont spécialisées dans le son. C'est, je crois, des tendons ou des muscles fins ici qui font vibrer. Voilà. Mais pour les poissons, de façon générale, c'est jamais des structures spécialisées, c'est des structures annexes qui font aussi du bruit. Et souvent, c'est plus avec la médecine natatoire. Le mode de vocalise des rascas, c'est un peu plus rare. Merci beaucoup, Marilou. Enfin, ne serait-ce que- Ok, ça marche. Je te demande juste un micro. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous présenter les résultats de mon stage qui porte sur l'étude de l'écologie trophique des poissons, céphalopodes et crustacés dans le golfe du Lion. Donc pour ce faire, on a utilisé la méthode des isotopes stables, donc du carbone et de l'azote. Donc pour mettre un peu de contexte, l'utilisation de modèles écosystémiques elle est de plus en plus généralisée, de plus en plus fréquente, et en fait elle vise à refléter la structuration des réseaux trophiques. Le problème, c'est qu'en fait ces modèles, ils sont pas basés sur des données de terrain, mais bien sur des postulats de catégorisation trophique qui sont souvent génériques et établis dans des contextes distincts. Donc nous, l'idée dans le stage, c'est de se baser sur les campagnes interannuelles de l'IFREMER, donc PELMED et MEDIT, et en fait d'utiliser ces données-là pour mieux comprendre les positions trophiques des principales espèces chalutées dans le golfe du Lion. Donc la première question à laquelle on a voulu répondre, c'était de savoir s'il y avait une différence entre les positions trophiques théoriques, donc les a priori de la littérature, et les positions trophiques empiriques, celles qu'on observe avec les isotopes. Donc là, c'est ce qu'on a sur le graphe ici. En abscisse, vous avez les positions trophiques estimées à partir de la littérature, donc issues de Fishbase, et en ordonnée, les positions trophiques calculées. Donc on a des espèces pour lesquelles on a plutôt une bonne corrélation entre les deux sources, typiquement celles qui sont en verte. En revanche, la plupart de nos espèces ici en bleu, elles sont surestimées pardon, par la littérature.
C'est-à-dire qu'on observe in situ des positions trophiques beaucoup plus basses que ce à quoi on s'attendrait. Et encore plus étrange, on a trois espèces ici, donc en rouge, qui sont sous-estimées par la littérature. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est censé les retrouver beaucoup plus bas, sauf que in situ, ces espèces-là se retrouvent beaucoup plus haut. Donc voilà pour les principaux écarts. La seconde question qu'on s'est posée, c'était de savoir quelle était l'influence de l'ontogénie sur le niveau trophique. Et là, on a identifié trois cas de figure. Donc le premier, c'est une tendance à l'augmentation du niveau trophique à mesure que l'espèce se développe, à mesure qu'elle grandit. La seconde, ça va être un shift ontogénique, donc on a un changement de pente suite à un point d'inflexion dans le développement de l'espèce. Et la troisième, assez intuitivement, ça va être une diminution du niveau trophique lorsque l'espèce grandit. Donc, très succinctement, pardon, pour conclure, on a ici deux résultats principaux. Le premier, en fait, c'est qu'on va avoir des niveaux trophiques issus de données de terrain qui diffèrent majoritairement des valeurs théoriques, et ça dépend de l'espèce. Donc on voit bien qu'on a vraiment un intérêt à alimenter ces modèles par des données issues du terrain. Et le second point, c'est qu'on a une variation, on a en tout cas une influence de l'ontogénie qui est variable sur le niveau trophique. Et donc, ça sous-entend qu'on aurait peut-être intérêt à diviser pour certaines espèces, notamment celles qui ont une augmentation au cours de leur ontogénie, à diviser ces espèces-là en deux classes, donc juvéniles et adultes typiquement, pour les intégrer dans les modèles écosystémiques. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous de m'avoir écouté. On a peut-être eu le temps pour des questions. Il n'y a plus le temps pour les questions. Oui. Donc, vous avez parlé de les niveaux trophiques mesurés avec l'isotope stable comme le vrai niveau trophique. Mais moi, je pense que c'est de proxy et il y a de problèmes avec différentes espèces vont incorporer différents éléments de façon différente. Donc, est-ce que vraiment on peut prendre le isotope stable comme ça indique le niveau trophique, ou est-ce que c'est plutôt en comparaison entre deux approches d'estimation? Et quelle est l'incertitude genre, quand tu as des espèces qui sont au-dessus de la courbe, en dessous, est-ce qu'on doit faire confiance à ça, ou est-ce que... Voilà. C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors, il y a deux points. Donc, le premier, c'est sur la fiabilité de la méthode. Alors, très clairement, la méthode seule n'est pas la plus fiable, il y a des biais. Là où ça devient intéressant, c'est quand on la compare à ce qui est utilisé pour la bibliographie, typiquement des analyses de contenu stomacaux. En fait, c'est sur ça qu'on se base en bibliographie, et c'est pour ça que les données sont peu fiables, parce qu'il y a un écart type qui est énorme. Alors, je ne voulais pas vous présenter ici, mais je pourrais vous montrer plus tard. Et en fait, l'idée, ça serait vraiment en fait, d'utiliser les données de terrain et donc de combiner les isotopes et les contenus stomacaux. C'est là où ça prendrait tout son sens. Mais là, dans les données bibliographiques qu'on a, en fait, c'est essentiellement un regroupement d'études. En fait, c'est simplement du scrapping de résultats. On a une moyenne avec un énorme écart type. Et ces études-là, elles s'appliquent à différents contextes, donc différents milieux, pas forcément d'autres zones d'études. Et c'est pour ça qu'en fait, nos données in situ, elles sont a priori beaucoup plus fiables que cet a priori qui est en fait une grosse moyenne sur tout ce qu'on observe sur les espèces. Le deuxième point, du coup, c'était sur à quel point la mesure est précise. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, il y a différentes choses. Le point le plus important, c'est qu'en fait, on utilise ce qu'on appelle un facteur de discrimination trophique, qui est en fait la part de fractionnement entre les différents maillons. Cette mesure-là, c'est une moyenne, donc c'est une convention. Et dans l'idéal, il faudrait qu'elle soit enfin, il faudrait même qu'elle soit individu spécifique. C'est pas possible pour beaucoup de raisons. Et c'est à mon avis, enfin, c'est à mon sens la principale limite des résultats en isotope. Dans l'idée, ça serait ça. Une question à Montpellier rapidement. La question. Ouais, c'est en partie relié à ça. Une autre limitation que tu mentionnes pas, c'est la question de la ligne de base que tu utilises. Quelle ligne de base tu as utilisée? Parce qu'en fait, tu calcules ton niveau trophique par rapport à cette ligne de base. C'est ça. Alors là, il y en a deux. Donc, on a les acanthocardiaques qui sont du coup des bivalves benthiques, bivalves filtreurs. Et la deuxième, c'est le zooplancton. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir deux lignes de base, une pélagique et une benthique, pour pouvoir utiliser un modèle bayésien et avoir ces deux lignes de base. Le problème qu'on a eu dans le Golfe du Lion, c'est qu'en fait, ces deux lignes de base, au niveau du carbone, sont très similaires. Du coup, c'est compliqué d'avoir une discrimination entre les deux. Ok, merci. Voilà.
Merci à toi. Merci. Non. Ça marche. Bonjour à tous et bienvenue dans ma présentation de stage de Master 2 qui s'intitule Mise en place et configuration d'un modèle bioéconomique de pêcherie thonière à l'échelle mondiale, qui est co-encadré par Olivier Maury, Patrice Guillotrou et Nicolas Barrier. Donc pour un peu de contexte, l'augmentation exponentielle de la pêcherie thonière entre les années 1950 et 2000 s'explique notamment par le fait de plusieurs engins de pêche qui se sont développés, notamment la pêche à la senne avec l'essor des dispositifs de concentration des poissons et la pêche à la palangre. Cette pêcherie cible plusieurs océans, donc Pacifique, Atlantique, Indien, avec une prédominance pour l'océan Pacifique. Et on va avoir plusieurs espèces de thons ciblés, donc des thons tropicaux et des thons tempérés. Et nous, on va s'intéresser spécifiquement à des espèces de thons tropicaux, que sont le thon albacore, listao albacore, listao et géant trou. Et obèse, voilà. Et donc, du coup, pour combiner croissance économique et gestion des stocks durables, on a besoin de modèles bioéconomiques qui sont des représentations des dynamiques et interactions entre les stocks de poissons, les navires ou flottilles qui les exploitent, et les pêcheries et le marché. Donc, c'est dans cette optique que mon stage s'insère, puisqu'il a pour objectif de participer au débugage d'un modèle bioéconomique, recalibré par rapport à des données historiques et contribuer à l'étude de l'expansion des pêcheries thonières. Et donc, moi, là, je suis très spécifiquement dans l'interaction entre le modèle bioéconomique, le flottilles et le marché. Et donc, le modèle qu'on utilise, c'est le modèle APECOS, dont on a déjà pas mal entendu parler, mais qui est un modèle 3D forcé par la physique et la biogéochimie et qui représente la bioénergétique individuelle et les interactions trophiques de différentes communautés fonctionnelles de l'océan global. Donc, pour un petit peu plus de précision, on va s'intéresser dans son extension bioéconomique aux espèces de thons tropicaux et de thons profonds. Et donc, le modèle bioéconomique comporte une première flottille artisanale de l'océan Indien. La pêche thonière artisanale est très importante dans cette zone. Une flottille de palangriers mondiales et 4 flottilles de seineurs dans chaque Atlantique correspondant aux organisations régionales de gestion des pêches. Donc, pour ce qui est du fonctionnement très simplifié du modèle, APECOS me simule des biomasses qui sont soumises à la pêche, donc qui effectuent des captures, qui sont multipliées par des prix issus d'un couplage avec le modèle de marché, ce qui permet de dégager des revenus aux flottilles. Et donc, une fois qu'on a payé les coûts de carburant, salaire, maintenance, etc., on va pouvoir dégager un profit qui va être partiellement réinvesti dans l'effort de pêche. Et cet effort de pêche, il est spatialement distribué selon une attractivité plus ou moins forte de la zone de pêche considérée. Et donc, on a une rétroaction ensuite de la biomasse sur la pêche. Donc, on est dans une phase encore assez préliminaire, mais on a pu avoir quelques résultats. Donc là, on a des efforts de pêche de 3 flottilles pour entre 58 et 62. Donc, pour la flottille thonière Est-Pacifique, flottille palangrière mondiale et flottille artisanale. Donc, on voit que l'effort se développe. Là, c'est un tout début de simulation, parce que c'est qu'au bout de 4 ans. Et donc, c'est amené normalement à se développer si le modèle peut fonctionner. Et donc, pour ce qui est de mon avancement, j'ai eu une première phase de prise en main du modèle avec le lancement de première simulation. Je participe au débugage et du bêta-testing en collaboration donc, avec Nicolas Barrier. Et on commence tout juste la phase de calibration. Donc, après une phase de bibliographie, j'ai pu lancer des premières simulations en mettant par exemple des prix fixes. Et donc, l'objectif ensuite, c'est de calibrer les flottilles, continuer à résoudre des problèmes de fonctionnement en équipe. Et donc, la recherche, c'est très long. C'est pas aussi rapide qu'on le souhaite. Voilà. Merci à tous. Oui. Question sur la manière dont les profils réagissent sur l'effort de pêche. Est-ce que tu modifies l'effort en fonction des profils? En fait, on va avoir les zones de pêche, elles ont une attractivité qui est définie donc, sur toute la carte. Et par rapport, on va avoir la décision des pêcheurs qui va être prise en compte sur est-ce qu'on préfère aller pêcher dans une zone I ou dans une zone J. Et donc, une zone est plus ou moins attractive selon le profit potentiel qu'elle pourrait apporter. Donc, ensuite, l'effort de pêche va être amené à être plus ou moins fort dans cette zone de pêche, ce qui va modifier l'effort de pêche dans la zone considérée. Je ne sais pas si ça répond. Ouais, ma question était plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire si tu fais du profit, tu modifies ta distribution d'efforts de pêche.
comment tu la modifies? Parce que je comprends que les zones sont plus ou moins attractives en fonction de ce que ça peut rapporter. Et c'est là que les pêcheurs vont définir là où ils vont pêcher. Mais à partir du moment où tu fais du profit, en quoi ça modifie la manière dont l'effort va se redistribuer sur l'attractivité des zones? Bah, parce qu'une fois qu'on a pêché sur une zone et qu'il y a moins de poissons, on va avoir une distribution. C'est la rétroaction de la pêche sur la biomasse. Bah, Ouais, merci. Tu dis calibrer les flottilles, hein, et du coup, mais quels sont les éléments quels sont les paramètres ou les éléments que tu vas chercher à calibrer et avec quoi tu vas chercher à les calibrer? En fait, il y a toute une panoplie de paramètres à calibrer. Donc, le modèle a déjà fonctionné précédemment. Et donc, là, le but, c'est de le faire tourner. La partie économique, la partie. Ouais. Donc, par exemple, ce qu'on va pouvoir chercher à regarder, c'est est-ce que la longueur d'un bateau en 1958 correspond réellement à ce qu'on a observé dans les données historiques? Est-ce que on va avoir une consommation de carburant qui est cohérente par rapport à ce qu'on a dans les données? Donc toute une série d'indicateurs, mais qui sont, ce qui est la difficulté, qui sont interdépendants les uns avec les autres. Donc c'est tout un bricolage, mais ouais. Ok, et tu les calibres, enfin, et ça va être calibré avec les données historiques de capture. Ou est-ce que vous avez aussi des données historiques de profit, de coût? On calibre par rapport d'une part par rapport aux captures enregistrées et d'autre part par rapport aux données de PIB par capita qu'on a, donc PIB OCDE. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'était directement Edgar, mais en tout cas, lui, là, on n'est pas là. Donc, ouais. Le barista, c'est pas prochain. Là? Non, tu peux le prendre, on a fait Audrey. Donc bonjour à tous, je m'appelle Edgar Ferretti et aujourd'hui je vais vous présenter rapidement mon stage lors duquel j'étudie la structure statistique et la prédictibilité des événements extrêmes de capture accessoire de requins soyeux dans les pêcheries tonnières tropicales à la semaine coulissante française. Donc tout d'abord on a commencé par définir ce que c'était qu'un événement extrême de capture accessoire comme étant une opération de pêche pour laquelle le nombre d'individus de l'espèce donnée capturée était supérieur au 90e pourcentile de sa distribution, calculée sur présence. On voit sur la carte, là, que ces événements extrêmes sont plutôt distribués en clusters. Et donc, on s'est demandé si on pouvait appeler ça des hotspots de capture accessoire, et plusieurs questions en ont découlé. D'abord, est-ce que ces événements extrêmes sont dus à des agrégations d'individus dans des conditions spécifiques? Et ensuite, est-ce que les captures extrêmes et les captures qu'on peut appeler typiques reposent sur des processus écologiques différents? Donc, l'objectif de mon stage, c'est de comparer les facteurs explicatifs des captures typiques aux facteurs explicatifs des captures extrêmes pour essayer d'identifier les facteurs spécifiques des événements extrêmes, s'il y en a. Donc, pour ça, on a modélisé les captures typiques et les captures extrêmes avec l'aide de deux variables de réponse qu'on a fabriquées. D'abord, une variable de présence-absence classique, et ensuite, à droite, une variable de présence-absence un peu particulière, parce que la présence est codée comme étant une opération de pêche pour laquelle le nombre d'individus est supérieur ou égal à 10, qui est égal au 90e pourcentile. Ces deux variables de réponse ont été modélisées avec le même modèle, reposant sur des prédicteurs environnementaux et des prédicteurs liés à l'effort de pêche. Et donc, on obtient à la fin deux sorties, les probabilités de présence et ce qu'on peut appeler les probabilités d'extrême. On s'est intéressé à la relation entre ces deux probabilités. Et on s'est dit que si ces deux probabilités étaient déterminées par des processus écologiques identiques et qui n'avaient pas d'effet d'interaction sociale entre individus, elle devrait suivre un processus poissonien. Donc, on devrait observer une relation poissonienne entre ces deux probabilités. Donc, on a fait plusieurs simulations poissoniennes. Je vais devoir passer vite parce que je n'aurai pas le temps. Mais plusieurs simulations poissoniennes, et on en a déduit que la relation entre ces deux probabilités était un
suivait un processus poissonien imparfait. Et donc, effectivement, la probabilité extrême et la probabilité de présence pourraient dépendre de processus écologiques différents ou bien suivre une autre relation non poissonienne. On ne sait pas encore laquelle, ça mérite d'être exploré. Et pour finir, il y a plusieurs autres analyses qui peuvent être faites, notamment la comparaison spatio-temporelle, donc des probabilités de extrême et des probabilités de présence. Et ce que j'ai fait, j'ai aussi utilisé une méthode de régression quantile non paramétrique pour essayer de comparer l'effet des prédicteurs sur les quantiles intermédiaires et les quantiles supérieurs de la distribution des captures de requins soyeux. Voilà, merci. On a une question à Montpellier. Oui. Max. Ouais, une question qui peut, ouais, enfin une question sur la piraterie qui devient là très importante au niveau du Golfe de Guinée. Est-ce que vous avez pris en compte ce facteur? Il est naturellement, plus ou moins naturellement pris en compte dans les données. D'ailleurs, c'est un des buts de modéliser, par exemple, de produire ces cartes-là. C'est que, vous n'allez pas me voir, je ne sais pas si vous allez voir, mais par exemple, dans nos données, là, ici, on n'a pas de données parce que c'est interdit, je crois, interdit, plus ou moins interdit à la pêche parce qu'il y a trop de piraterie. Et donc, un des intérêts de modéliser, c'est de combler ces trous de données, notamment dus à la piraterie ou à d'autres problèmes. C'est pas plus pris en compte que ça. Oui. Ouais, merci, sympa. La carte que tu mets au début, c'est une carte sur une année, là où on voit les clusters des campagnes. C'est les 10 ans, c'est sur 10 ans de données, c'est tous les points que j'ai. Ça, à laquelle il y aura d'autres questions après. Pas d'autres questions dans la salle? Voilà, merci. Alors, c'est maintenant qu'on fait la bascule. Yes. On prend le relais. Est-ce que vous voyez notre écran? Non, pas encore. J'arrête de partager le mien. C'est bon? Oui. C'est bon, juste, j'ai enlevé un peu sa tête à droite. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, parfait, merci beaucoup. Bon, donc c'est mon stage en 180 secondes, plus ou moins 180 secondes, je pense. Mais donc le but de mon stage, soit on peut le dire de manière très pompeuse comme ce qui est écrit au tableau, soit on peut le résumer en se disant que ce qu'on va regarder, c'est les variations de sexe ratio dans les populations sauvages de poissons en mer du Nord, sous l'effet de la température, à quel point la température et le réchauffement des eaux peut expliquer une masculinisation des populations de poissons sauvages de mer du Nord. Ce que j'aimerais que tout le monde garde en tête pendant cette présentation, c'est que souvent, quand on pense au déterminisme du sexe, c'est-à-dire à la probabilité qu'un individu il développe des ovaires ou des testicules, nous, on a un peu notre vision de mammifère. XX, ça va donner des testicules en conditions des ovaires en conditions physiologiques, alors que XY, ça donne des testicules. Chez les poissons, chez les téléostéens, on a une expression du déterminisme du sexe qui est plastique entre une expression qui peut être beaucoup déterminée par le génome, comme chez le médacarpe, ou alors une expression un déterminisme du sexe qui peut être presque purement environnemental, comme chez l'anguille européenne. On a donc une participation du génome qui est très hétérogène au sein du clade des vertébrés. Et la manière dont il faut penser le déterminisme du sexe chez les téléostéens, c'est comme une variation qui n'est pas seulement donnée par la génétique, G, et donc il faut penser le phénotype sexuel, comme la variation du phénotype sexuel, comme expliqué par une variation génétique et une variation environnementale. Dans notre cas particulier, le phénotype, c'est le sexe ratio, c'est-à-dire à quel point dans une population on va avoir des mâles. G ne change pas, et la part environnementale qui va l'expliquer, on va s'intéresser à la température. Alors, pourquoi la température?
Déjà parce qu'on a travaillé sur des poissons qui sont gonocoriques, des poissons qui sont ectothermes, et donc la vitesse des réactions physiologiques est donnée par la température du milieu. Et le fait que le déterminisme du sexe soit lié à la température, c'est ce qu'on appelle la TSD, Temperature Dependent Sex Determination. Ospina, Alvarez et Pifferer, ils ont montré en 2008, donc ça c'est une figure qui est tirée de leur article, que la réponse du sexe ratio primaire d'une population de poissons, elle peut être différente en fonction de la température. Vous voyez que le génome A, il va donner avec une augmentation de température une probabilité individuelle ou alors populationnelle qui tend vers la masculinisation, B vers la féminisation, et C, c'est un optimum de température qui va déterminer si la population est plus ou moins mâle ou femelle. On comprend bien que ce genre de résultat en lien avec le réchauffement des eaux et le réchauffement climatique, c'est clé pour arriver à comprendre, à savoir si les populations de poissons, elles se masculinisent ou elles se féminisent. Je vous ai parlé de sexe ratio primaire, c'est donc, il y a un sexe ratio secondaire. Ce sexe ratio secondaire, on va le définir comme le sexe ratio durant toute la vie d'une population de poissons. Si on prend l'appli commune, ce graphique, donc plus on va vers la droite, plus les plis sont âgés, plus on va vers le haut, plus les plis sont grandes, et plus on va vers le jaune, plus les plis sont mâles. Ce qu'on voit, c'est que la pression de pêche, qui est importante en mer du Nord sur les poissons plats, c'est des poissons qui historiquement ont été énormément pêchés. En mer du Nord, c'est une pêche au chalut. Elle est hautement sélective pour les femelles, puisqu'il y a un dimorphisme sexuel, qui est énorme, avec des femelles à âge égal, qui sont jusqu'à 30% plus grandes que les mâles pour les individus les plus âgés. La pêche, elle va donc modifier le sexe ratio secondaire des populations et elle va tendre vers une augmentation, une masculinisation du sexe ratio secondaire des populations de poissons en mer du Nord. Et donc, le but de mon stage, c'est de concilier tout ça, c'est de prendre les séries temporelles de sexe ratio, donc issues des campagnes IBTS, les données, c'est des données individuelles de poissons, de mieux caractériser ces séries temporelles. Mieux les caractériser, ça veut dire regarder l'effet directionnel de la température sur le sexe ratio primaire et l'effet directionnel de la pêche sur le sexe ratio secondaire. Et surtout, d'arriver à caractériser le rapport entre l'effet de la température par rapport à l'effet de la génétique, comme ce que je vous ai présenté au début de la présentation. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je peux commenter. J'avais une question sur. Il y a une question sur l'impact du sexe ratio sur l'écologie. Il y a des infos sur est-ce qu'un sexe ratio très biaisé dans une direction pourrait avoir des conséquences négatives sur la dynamique de la pop ou on a Sur la dynamique génétique de la pop, oui, du coup, puisque si tu tends à favoriser l'un des deux sexes, tu peux diminuer la diversité. Ouais, la diversité génétique. Et après, écologiquement, visiblement oui, puisque Héloïse est dans la salle, je pense qu'elle pourra mieux t'en parler. Je veux pas dire de bêtises, donc je sais pas. Mais visiblement oui. Il y a une question de Jean-Marc en ligne. Ouais, merci pour c'était très intéressant. Je me posais la question de savoir si en mer du Nord, il y avait aussi peut-être potentiellement d'autres facteurs importants. Et je pensais au phénomène de densité-dépendance du sexe. Je sais que sur certaines populations tropicales, ça peut être important. Est-ce que c'est le cas sur les populations de mer du Nord? Et au cas où, pourquoi ne pas le prendre en compte? Alors, c'est une très bonne question, te dis Bruno. Et c'est vrai que c'est une bonne question. Les poissons que j'étudie sont des poissons qui sont gonocoriques et normalement, on n'a pas ce genre de problème de densité dépendance en tout cas. Ou en tout cas, elle n'a pas été référencée, donc je l'ai pas considérée. C'est un joyeux hasard puisque quand je prends mes données, que je les filtre, il faut que j'ai suffisamment de poissons, suffisamment de cohortes pour que je puisse faire mon analyse. Et sur les 13 espèces qui restent, j'ai que des espèces où en tout cas la densité dépendance, le phénomène de densité dépendance sur les variations de sexe ratio, elles sont pas référencées. Ok, merci. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la présentation suivante.
Donc, c'est en ligne, c'est à toi, Francisca. Et je pense que ta présentation est en anglais, c'est ça? Yes, exactly. I'm here. Should I share my screen? Yeah, you can share. Normally, your co-host. All right. We can see your screen. Yes. Inset. Perfect. All right. Well, hello everyone. My name is Francisca, and my project was on the impact of toxic exposure regime on the stress tolerance of the microalgal holobionts, supervised by Eric, Emily, and Francesca. The holobiont can be defined by a host, so the algae in this case, and its microbiota living symbiotically together. And the knowledge gap that we wanted to address is to study toxic pulses as they are found in nature on the holobiont in continuous flow. And this was based on previous results within the project that the holobionts showed higher toxic tolerance than the algae without microbiota. So the organism in focus was a marine Chlamydomonas species, and the toxic was a herbicide called Duron that is known to inhibit photosynthesis. The main objective was to study microalgal tolerance under 2 different exposure regimes. So the first one of several lower pulses compared to a single high pulse of the equivalent toxic load. So for this, the first hypothesis was that several low pulses would have a higher toxic effect on algal growth due to a cumulative effect over time, while the second hypothesis was that Duron tolerance would increase after lower pulses, possibly mitigating the first one due to adaptation of metabolic processes over time. So the main setup, as you can see, consisted of photobioreactors in which we grew our algal and bacterial culture under a continuous flow system, during which we measured parameters related to the algal population as well as the bacterial population and Duron concentration and other abiotic factors. So for the main results, this represents photosynthetic efficiency, which was used to look at the immediate effects of Duron exposure and the toxic stress on the algae itself. So as you can see, we expected a higher inhibition of photosynthesis in the top left plot by the high pulse regime compared to the lower pulses below. And we also saw that recovery time was equal between all of them, but that for the low pulses regime, we saw an adaptation over time seen by lower inhibition of photosynthesis for the second and third pulses in the short term that we tested it. Then for a more intrinsic effect on algal Duron tolerance, we looked at the Duron concentration to inhibit 50% of photosynthetic efficiency in the algae before and after the experiments. So before are the empty circles and after the filled ones. And as you can see for the control, there was quite some variation, which indicated that there was biological variability. But despite that, the low pulse regime showed a consistently higher tolerance after the experiments, while the high pulse only showed it for 2 of the experiments. So it was quite clear for the low pulse to be the most beneficial to increase tolerance. So overall, the first hypothesis was not supported because we didn't see an effect on microalgal growth. But the second one, that the several low pulses would induce tolerance, was supported based on these results. And we're currently processing more parameters for the bacterial population to complement what was found and understand it better. Thanks for your attention. I had one question. Thank you for the presentation. You're welcome. In order to have an idea of the timescales at hand, could you indicate, I mean, you did repeated pulses, but between pulses, how many generations you estimate? Generations, I mean, we saw that the population doubled about after 1 day. And we just kept a very high dilution rate to maintain maximum or close to maximum growth throughout the entire experiment. So we added pulses every 3 days, but we expected that about after 24, a bit more than 24 hours, there was a doubling of the population in itself. So it's quite fast. Okay, so you have a pulse every 3 to 5 generations or something like that. Okay, thank you. For the low pulses, yes. We also have a question set. Yeah, quick question. We see that when you
don't put any herbicides, there's a lot of individual variation. Yeah. And do you think that what we observe afterwards is that we have some kind of selection, or is there any places for plasticity in that? I mean, in this case, for the fluctuations that we saw, we assume that it's based a bit on just the flow rate of the method, that even slight variations, when you maintain a culture at close to maximum growth, it will change the density quite fast. So that was normal, but then based on that, we were still able to see the strong effects for the pulses. And for the low pulse regime, we more assumed it was an acclimation effect because it's 10 days is quite short. But then the tolerance indicates that there might be slight adaptation because it's more an intrinsic aspect that more Duron was needed to cause the same effects only after 1.5 weeks. So we assume that there might be a form of adaptation to the Duron toxin. Thanks. Thanks, Francisca. You're very welcome. Il nous reste Capucine. Bonjour. Tu peux normalement partager ton écran aussi. Alors, j'ai du mal à... J'arrive pas à partager mon écran, si c'est bon. Que vous le voyez? Oui, c'est pas encore... Voilà, là c'est parfait. Quand Ok. tu veux. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter le stage que j'effectue sur la caractérisation de la réponse des palétuviers au cyclone Chido à Mayotte, donc encadré par Claire Goletti et Mathieu Millon. Oups. Oh là là. Donc, pour rappel, les écosystèmes, ils sont soumis à des perturbations qui sont multiples. Et dans le contexte tropical, on retrouve notamment les événements cycloniques. Et on va s'interroger à comment est-ce qu'on peut évaluer l'impact de ces événements et la capacité de réponse des écosystèmes, avec du coup le cas des mangroves de Mayotte. Donc, sur le littoral mahorais, 29% sont des mangroves et on retrouve 8 espèces de palétuviers. Donc, le palétuvier, c'est l'arbre qui constitue la mangrove. Et le 14 décembre 2024, il y a le cyclone Chido qui passe sur l'île. Donc, un des travaux qu'a pu mener la stagiaire de l'année dernière, Claire Lafaille, a été notamment de quantifier l'impact du cyclone sur les mangroves de l'île, à l'aide notamment de l'indice NDVI, qui est un indice de végétation utilisé à partir de données satellites pour quantifier la santé de la végétation. Et elle a pu démontrer qu'il y avait un gradient d'impact du cyclone nord-sud, là où le cyclone était passé. Et maintenant qu'on comprend qu'il y a un impact selon la localisation de la mangrove sur l'île, on s'interroge de savoir est-ce qu'il y a un impact au sein même de la mangrove et comment il se traduit à l'échelle du palétuvier. Et donc, ça va être ça l'objectif du stage, de comprendre la réponse végétative des palétuviers à Chido, à travers du coup la problématique de quelles sont les stratégies de réponse post-perturbation qui sont adoptées par les espèces de palétuviers dans les mangroves de Mayotte. Pour cela, on va étudier différents traits sur les individus. La première catégorie, ça va être la réponse à l'impasse cyclonique à travers la mortalité et le pourcentage de dommages. Et le deuxième, ça va être la régénération post-cyclonique. Donc, on retrouve dans la littérature 2 grandes stratégies de réponse, soit l'investissement dans la génération future à travers les plantules ou l'investissement dans la génération actuelle à travers notamment la présence de rejets. Et s'il y a des rejets, de quel type sont-ils selon la localisation et la direction de croissance. Pour cela, on a effectué un plan d'échantillonnage, du coup, d'échantillonner 25 individus par espèce par mangrove. Donc, nous, on avait 3 sites dans cette étude, à l'aide du coup de transects de 50 mètres, d'un individu échantillonné tous les X mètres, et l'observation des plantules dans un rayon de 1 mètre. Et les premiers résultats, du coup, qui sont obtenus, ça a été de voir que selon les espèces, on n'a pas la même fréquence d'observation de rejets. Et on va ensuite pouvoir approfondir en regardant quel type de rejet, donc selon la localisation et la direction de croissance, sont caractéristiques des différentes espèces et qu'est-ce que cela indique sur la capacité de régénération. Et le deuxième résultat important, c'est que la plupart des espèces, on constate qu'elles investissent soit dans les rejets, soit dans les plantules,
sauf pour une espèce en particulier où on observe fréquemment des rejets sur les individus, mais également une forte densité de plantules. Et on s'interroge du coup, est-ce que la réponse des espèces, elle permet la reprise pré-cyclonique de l'état des mangroves? Et est-ce qu'il serait intéressant de mettre en place des mesures de gestion dans certaines zones? Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est très intéressant. Pour évaluer les dernières questions, est-ce qu'ils vont arriver à se recoloniser des zones détruites et tout ça? Comment tu vas relier le nombre de croissance avec cette capacité infinie de se maintenir dans le temps? Alors, désolé, ça a bugué, j'ai pas entendu la question. Est-ce que c'est possible de la répéter? Oui, mais j'ai pas bien posé la question. Je sais bien. Je voulais savoir si vous avez de mesures un peu de recolonisation ou croissance de ce mangrove, mais c'est pas l'indicateur final que tu veux pour voir s'ils vont arriver à se maintenir dans le temps. C'est est-ce que sa croissance va être plus vite que la destruction dû aux événements climatiques. Et comment passer de ce mesure de petite croissance, de poussée de racines et des choses comme ça, à l'objectif final de savoir s'ils vont durer dans le temps. Oui, c'est intéressant. Donc déjà, le cyclone, il a eu lieu il y a 1 an et quelques mois aujourd'hui. Donc on observe déjà une repousse sur les individus. Et après, du coup, dans la bibliographie, il a été recensé que un type de rejet, il peut vouloir indiquer un peu le futur, justement, le futur du rejet. C'est-à-dire que si un rejet va être plutôt, par exemple, à direction plagiotrope, donc horizontale, c'est que l'arbre, il essaye de compenser la perte qu'il a subie en surface foliaire. Mais la surface foliaire, elle va pas permettre à l'arbre de reconstruire une vraie architecture, contrairement à des rejets qui pourraient être plutôt orthotropes et qui permettraient justement à l'arbre de refaire une structure. Et ensuite, selon la capacité qu'il a à faire la localisation justement de ces rejets, un rejet qui va être basal, ça montre que l'arbre a la capacité à prendre des ressources plus qu'un arbre qui va faire qui va avoir la capacité de faire que des rejets axillaires. Merci. Merci, Capucine. Merci à vous. Eh ben, on a fini pour cette première session des Jeudis Mardec des étudiants et étudiantes de master. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie. Merci à tous les étudiants et étudiantes pour leur présentation et encadrantes pour les questions aussi. Merci à tous. Merci. Thank you. Goodbye. Merci, au revoir.